Michel Calamarides, qui est neurochirurgien à l'hôpital avec moi, de parler comment peut-on envisager des traitements différents des tumeurs agressives de la base du crâne. Michel, c'est la parole. Oui, donc je réalise que finalement vous m'avez demandé de ne pas parler de cancer, de ne pas parler de cancer et pas de chirurgie. Mais bon, on va essayer d'intégrer dans la session. Donc je vais vous parler de la neurofibromatose de type 2 et on va, les experts voulaient qu'on fasse un peu le point des médicaments, parce que c'est une pathologie très chirurgicale et finalement il y a des médicaments du cancer qui sont de plus en plus utilisés. Juste, c'est pour intégrer, pour un rappel, la neurofibromatose de type 2 dans ce qu'on aime bien appeler comme concept les tumeurs agressives neurogénétiques de la base du crâne, c'est-à-dire cet ensemble de tumeurs que l'on rencontre de façon syndromique, et j'en ai identifié 3. Il y a la neurofibromatose de type 2, je vais vous en parler plus précisément, qui associe des schwannomes vestibulaires et des méningiomes, avec le gène NF2, mais il y a aussi, on pourrait, dans ce raisonnement, l'appliquer à la maladie de von Hippel-Lindau, qui est donc cette maladie génétique aussi avec le gène VHL qui prédispose au développement d'hémangioblastomes au niveau du tronc cérébral, au niveau du cervelet et de tumeurs du sac endolymphatique. Le sac endolymphatique étant la face postérieure du rocher, et donc qui pose aussi des problèmes. Et enfin, les paragangliomes héréditaires qui sont caractérisés par des paragangliomes multiples, dont certains localisés au niveau du foramen jugulaire avec des tumeurs qui s'étendent au niveau du rocher et au niveau de l'ongle ponto-cérébelleux avec des gènes identifiés et donc une prédisposition familiale. Donc voilà ces tumeurs qui sont finalement très chirurgicales puisque c'est des associations de multiples tumeurs que l'on rencontre en sporadique mais qui peuvent s'intégrer dans un schéma peut-être de nouvelles approches thérapeutiques. La neurofibromatose de type 2, pour y revenir, finalement c'est une maladie autosomique dominante assez rare, 1 pour 30 000. La neurofibromatose de type 1, elle est très différente, la maladie d'Ehlers-Danlos, et 1 pour 3 000 est beaucoup plus fréquente. La neurofibromatose de type 2, finalement, elle est caractérisée principalement par des schwannomes vestibulaires bilatéraux, souvent de taille très différente à la découverte. Il y a de plus des méningiomes multiples. Vous voyez, ces patients peuvent présenter, et la moitié des patients NF2 ont des méningiomes multiples. Quand ils en ont, c'est 3 en moyenne. Et puis, ils ont aussi des tumeurs au niveau du rachis, que ce soit des méningiomes, on voit ici un méningiome, ça faiblit un peu, on voit des schwannomes, et puis des épendymomes qui sont des tumeurs intramédulaires. Donc vous voyez, ces patients développent des spectres tumoraux qui sont des tumeurs bénignes, à part peut-être quelques méningiomes qui peuvent parfois se transformer, et qui posent quand même des problèmes thérapeutiques par la multiplicité des lésions et la multiplicité des traitements nécessaires. Ils ont aussi d'autres schwannomes périphériques qu'on voit là, ici au niveau du nerf vague, et puis ils ont des manifestations non tumorales au niveau ophtalmologique et dermatologique. Alors finalement, comment on peut manager ces patients? Il y a plusieurs façons de les manager. C'est vrai que ce que l'on préconise quand même, c'est de connaître l'histoire naturelle avant de se jeter dans des traitements agressifs, et je vous montrais la chimiothérapie, on ne parle pas de chirurgie. Il faut savoir comment ces tumeurs évoluent, et c'est un grand débat dans la communauté neurochirurgicale ERL, parce que l'alternative est de proposer de première intention de la radiothérapie ou radiochirurgie sans connaître l'histoire naturelle. Je pense que c'est dans d'autres pathologies cela, mais nous pensons que le plus important est de connaître l'histoire naturelle de chaque tumeur chez chaque patient. Et vous voyez que quand on surveille des patients, ici c'est une série qu'on a publiée récemment, où on surveillait 46 patients qui avaient une tumeur bilatérale, ça fait 92 tumeurs, on voit que finalement le recours à la chirurgie n'est pas si fréquent et si rapide que ça, et on voit que dans cette série, 50% des patients auront finalement une chirurgie dans les 10 premières années. Et là, vous voyez, quand on regarde la tumeur, la croissance tumorale, alors c'est une moyenne, c'est des patients qui ont été surveillés sur 10 ans, donc on voit des croissances tumorales de 0,3 cm par an, ce qui est assez faible, 3 mm. Donc ça, c'est une croissance, on va dire, au-delà de 3 mm par an, c'est une croissance rapide. On voit que c'est très hétérogène et que finalement, la plupart des tumeurs ont tendance à grossir, mais de façon relativement peu rapide. Enfin, je vous rappelle que le chaînon vestibulaire est une tumeur localisée au niveau du nerf
vestibulaire qui est à côté du nerf cochléaire et qui donne des problèmes d'audition. Et ces patients qui ont des schwannomes vestibulaires bilatéraux peuvent développer des surdités unilatérales ou bilatérales. Et j'ai souvenir d'avoir présenté à l'Académie de chirurgie il y a quelques années les possibilités de réhabilitation de ces patients par des implants auditifs du tronc cérébral. Il y a aussi des implants cochléaires. Et vous voyez que chez ces patients, par contre, autant les tumeurs grossissent, autant ce qui est audition, eh bien, ce n'est pas, la perte de l'audition n'est pas si rapide, puisque vous voyez qu'au bout de 10 ans, 50% des patients vont au moins garder une audition utile. Voilà ce qui est pour l'histoire naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un patient NF2 en face de soi et qu'on veut le conseiller pour l'audition? Eh bien, je vous ai montré qu'une surveillance annuelle par IRM et audiométrie est intéressante, et finalement, c'est souvent ce qu'il convient de proposer aux patients, surtout quand ils ont des tumeurs de petite taille. On peut aussi irradier les tumeurs, et il y a le traitement pour irradier, c'est la radiochirurgie Gamma Knife. C'est assez discuté. Ce qui est fait réfléchir à ce traitement chez les patients NF2, c'est que ce sont des patients jeunes, il y a un risque de tumeurs secondaires dans les 20 ans qui suivent, et l'efficacité est clairement inférieure à ce qu'il est pour les schwannomes vestibulaires ou neuroacoustiques sporadiques. Parce que c'est vrai qu'à 60 ans, qu'il y a une petite tumeur qui grossit, on a plutôt recours au Gamma Knife, à la radiochirurgie Gamma Knife. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a aussi la chirurgie, bien sûr, et une grande partie, je vous ai montré, de ces patients sont opérés. Alors, on peut les opérer, tout dépend de la taille de la tumeur, tout dépend de l'audition. Des fois, on peut retirer des schwannomes vestibulaires en préservant l'audition, en utilisant des voies rétrosigmoïdes, des voies suspétreuses. Les résultats sont assez mitigés, on peut mettre des implants, puis on peut retirer les très gros schwannomes vestibulaires. Ça, c'est la routine et c'est la pratique qu'on a avec les stackers par des voies transalabyrinthiques. On peut mettre des implants auditifs, et enfin on peut décomprimer le conduit auditif par une voie suspétreuse où on enlève l'os, on ouvre la dure mère, ce qui permet, même si c'est une tumeur grossie, de préserver l'audition assez longtemps et éventuellement de mettre des implants cochléaires. Alors là, je vous ai parlé beaucoup de chirurgie, et il y a eu des bouleversements dans la prise en charge de cette maladie. C'est ce papier en 2009 où il a été utilisé l'Avastin, bevacizumab, qui est un traitement très utilisé et que vous devez voir dans d'autres cancers. Je crois que ça a été mis au début au point pour les cancers du rectum, ça faisait partie des chimiothérapies. Et il a été montré dans ce papier chez 10 patients. C'est une étude rétrospective. Ils ont pu quand même publier dans le New England Journal of Medicine, mais c'est un groupe de Boston, donc ça facilite probablement d'Harvard, qu'il y avait des résultats intéressants. Alors l'Avastin, oui, c'est un anticorps anti-VEGF et ça bloque la vascularisation de ces tumeurs qui sont des tumeurs assez souvent vascularisées. Vous voyez que dans leur publication, ils avaient des résultats assez impressionnants puisqu'ils avaient 6 patients sur 10 qui avaient eu une réponse radiologique et 4 patients sur 7 qui avaient eu une réponse auditive. Donc les patients s'étaient améliorés, la tumeur avait diminué sous traitement. Il y a eu depuis pas mal de papiers qui ont montré des choses un peu identiques, des réponses plutôt pour des schwannomes. Les méningiomes associés à l'NF2 ne répondent pas, malgré le fait qu'on ait publié nous un cas de réponse. Et finalement, la série a été agrandie puisqu'il y a eu 30 patients qui ont été publiés en 2012 et maintenant de plus en plus de groupes donnent de l'Avastin avec des résultats assez intéressants. Nous-mêmes, nous avons commencé à traiter ces patients dès 2009. Et notre indication, ce sont des patients qui ont un schwannome vestibulaire en croissance, du deuxième côté, le premier ayant déjà été traité plus souvent avec une perte auditive. On donne ce traitement à demi-dose, puisque d'habitude en cancérologie c'est à 10 mg, là c'est 2 mg tous les 15 jours, et c'est les oncologues ou les neuro-oncologues qui le supervisent, mais finalement, en tant que centre de référence NF2, on pilote ce traitement et on le décide, et la plupart des patients de la série sont traités dans des centres oncologiques près de chez eux. Puis on les surveille. Mais on a traité 16 patients pour une durée moyenne de presque 2 ans, ce qui est assez intéressant parce que des fois on a des coups de fil d'oncologues qui disent bah, moi j'ai jamais donné de l'Avastin 4 ans à un patient ou 5 ans, je ne sais pas quel est l'effet secondaire, puisque d'habitude c'est donné dans les patients qui ont des cancers avec des formes graves. En tout cas, c'est un traitement qui est très bien toléré. Et autant chez les patients qui ont des cancers, souvent il y a des effets secondaires, on a parlé d'hémorragie. Chez les patients NF2, c'est extrêmement bien toléré. Un peu d'hypertension artérielle, c'est tout.
Là, je vous ai montré la représentation des patients. C'est un tableau un peu complexe. Chaque ligne, c'est le patient, la durée du traitement. Et ce qui est de cette couleur, c'est quand il y a une diminution de plus de 20%. Ce qui est jaune, c'est une réponse partielle, c'est entre moins 20 et enfin moins 19 et plus 19, et puis le reste c'est la progression. Et vous voyez finalement des traitements qui ont été donnés assez longtemps avec des résultats plutôt intéressants, puisque chez 14 patients on avait une diminution du volume, et 7 patients, il y a une diminution significative de plus de 20%. Donc oui, l'Avastin peut diminuer la taille des cheveux vestibulaires chez les patients NF2. Là je vous montre 3 exemples. En haut, c'est 3 patients différents. Donc, vous voyez des chenilles vestibulaires de grande taille. Celui de droite, il était kystique. Ils avaient déjà été traités de l'autre côté. Et là, c'est après traitement. Vous voyez, donc chaque patient en haut, c'est avant, après. Donc, vous voyez ici une diminution de la taille, une certaine nécrose, une diminution de la taille. Et bien sûr, ces patients ont vu des effets s'améliorer parce que, par exemple, la compression du tronc cérébral donne des grands troubles de l'équilibre. Là, ils marchaient mieux. Ils étaient en meilleur état général. Ce qui est une autre façon de représenter, c'est le temps de progression de la tumeur. Donc ça, c'est avant traitement, on regardait en combien de mois la tumeur progressait de 20%. Et vous voyez, c'est quand même des tumeurs à progression rapide, parce que 50% des patients qui ont été mis sous Avastin avaient une tumeur qui prenait 20% en 5 mois. Donc à gauche, là, c'est avant traitement. Et vous voyez, après, c'est le temps pour que ça atteigne 20%. Et clairement, ça retarde la croissance des tumeurs. Par contre, pour l'audition, on a été très déçus. On n'a pas vu d'amélioration de l'audition. Probablement, on a peut-être traité des patients qui avaient une audition trop bonne, normale, on n'améliore pas, ou trop mauvaise, quand l'audition est perdue et non récupérée. Alors, c'est un traitement qu'on utilise, et on a voulu tester d'autres molécules, parce que quand même, c'est un traitement IV tous les 15 jours, et on s'est dit, pourquoi pas utiliser une molécule par voie orale. Je ne rentre pas dans la biologie de la neurofibromatosis de type 2, bien que ça soit très intéressant et que ça fait très longtemps au laboratoire que je travaille sur la neurofibromatosis de type 2, le gène de la NF2 ayant été découvert en France en 1993 à l'Institut Curie. On a développé de longue date des modèles animaux, donc on a la possibilité, en jouant avec le gène NF2 de la souris, qui est exactement le même gène que chez l'homme, de développer des souris génétiquement modifiées qui ont des chevallomes vestibulaires, des chevallomes, parfois vestibulaires, des méningiomes. Et on a donc testé un inhibiteur de mTOR, qui est une des voies de croissance de la cellule, qui est un traitement par voie orale. Et donc il y a eu tout un travail que j'ai mené avec Marco Giovanni, qui est un chercheur de l'INSERM qui est maintenant aux États-Unis. Et on a donné donc cet inhibiteur de mTOR, c'est la rapamycine. Tout à l'heure on parlait d'immunosuppresseurs, c'est un vieux immunosuppresseur à des doses inférieures. Et vous voyez, dans ce modèle animal, on a montré très bien qu'on avait, vous voyez ici, c'est quand on met dans un modèle de xénogreffe sur une tumeur murine, sans traitement, et en rouge, sous traitement, on voit qu'on retarde la croissance des tumeurs, clairement. Et on l'avait donné à un patient qui était d'accord, et vous voyez que chez ce patient, on avait une tumeur qui grossissait de 47% avant la mise sous sirolimus. La ligne verticale, c'est le début du traitement par sirolimus, et on voit progressivement un ralentissement de la croissance tumorale. Et vous voyez que l'air grisé, c'était les taux de sirolimus, qui est un inhibiteur d'mTOR, et on voyait que plus on augmentait le dosage, plus on retardait la croissance pour stabiliser. Donc clairement, ce traitement stabilise la croissance tumorale. Et on a fait donc un essai chez 10 patients qui vient d'être publié. On a inclus 10 patients qui avaient une neurofibromatosis de type 2 avec un chevalome vestibulaire qui grossissait plus de 20%. On a donné ce traitement pendant 1 an. Vous voyez ici le design de l'étude. Donc pendant 1 an, on a traité les patients. Puis après, on a analysé au bout d'1 an. Si ça progressait, les patients étaient sortis. Si c'était stable, s'ils avaient été stabilisés, on arrêtait le traitement et on le reprenait si la tumeur regrossissait. Et quand il y avait une réponse, on continuait. Voilà les résultats. Il y a eu un patient qui n'a pas pu être analysé parce qu'il avait un matériel d'implant cochléaire qui a modifié les réponses. On a eu 5 patients stabilisés, 5 patients pour lesquels il y a eu un échec puisque la tumeur a regrossi. Alors vous voyez, il faut voir la ligne ici pour un patient. Par exemple, ce patient, ça c'est avant le traitement, donc c'est les patients qui étaient bien sûr suivis, donc on voit la croissance tumorale. Ici, quand c'est grisé, c'est sous traitement. Et tous les patients, il n'y a eu aucun répondeur, donc le traitement a été arrêté.
Et vous voyez que chez tous les patients stabilisés, dès qu'on a arrêté le traitement, la tumeur a vite regrossi, très vite regrossi, puisqu'on a eu des recroissances de l'ordre de 90%, c'est normal, c'est un traitement cytostatique, c'est un frein. Quand on lâche le frein, la tumeur regrossit. Donc on avait paré ça, puisqu'on avait laissé la possibilité de remettre en place le traitement, et vous voyez, chez 3 patients, là 4 patients, quand on arrête le traitement, ça regrossit, on remet le traitement, ça rediminue. Là, le patient numéro 2, pareil, le patient numéro 9, pareil, et le patient numéro 10. Le patient numéro 4, vous voyez, ça a énormément grossi, on l'a opéré. Quand on regarde le temps de progression tumorale, pareil, vous voyez à gauche, c'est avant la mise sous traitement, c'est des tumeurs qui grossissaient donc de plus de 20%. Chaque barre du Kaplan-Meier, c'est quand la tumeur prenait 20%. Et sous traitement, ben, voilà, on retarde. Donc chez les patients qui ont été stabilisés, pour résumer, ça grossissait de 70% par an avant traitement, et sous traitement, c'est stabilisé. L'audition est restée stable. Donc les conclusions de ce traitement, ben, c'est intéressant parce que finalement, on a stabilisé chez 4 patients, et d'ailleurs on continue l'étude chez 4 autres patients, ce qui va faire 4 ans de traitement sous everolimus, ce qui est assez long. Il faut se méfier de l'effet rebond. Donc ça, le modèle animal nous l'avait montré, on a été un peu surpris, et donc bien sûr, quand on passe d'un modèle animal à un modèle humain, il faut étudier non seulement l'effet de la drogue, mais arrêter la drogue, voir ce qui se passe, et quelles sont les stratégies pour la remettre. Les conclusions de ce travail, c'est que l'Avastin reste un traitement intéressant, mais on a des difficultés pour l'audition, mais on a d'autres solutions. Il y a d'autres traitements, les everolimus. Vous voyez, il y a aussi, pour ceux qui traitent plus les cancers du sein, il y a des inhibiteurs d'HERB3 qui peuvent être intéressants. Il y a d'autres VEGF. Et clairement, c'est très intéressant d'avoir cette possibilité, car maintenant, on commence à réfléchir à des associations. Donc, on peut enlever une partie d'une tumeur en préservant l'audition, puis mettre de l'Avastin. On peut décomprimer le conduit pour préserver l'audition et donner un autre traitement. Éventuellement, on peut associer la radiothérapie, et ça nous fait clairement changer, en tant que chirurgien, nos paradigmes un peu de traitement. Le problème, c'est que on l'a dit tout à l'heure, c'est des patients qui sont quand même rares, et on ne peut pas avoir énormément d'essais, mais c'est très, très intéressant. On pense qu'il y a, bien sûr, il faut conduire ces essais dans un centre de référence, c'est important de garder cet esprit d'essai thérapeutique. Et enfin, il y a un rôle dans la recherche translationnelle pour trouver une nouvelle cible, de valider de nouveaux traitements. Et là, c'est une voie où on essaie d'engager pas mal d'internes en ERL, en neurochirurgie, pour essayer de participer à ces développements. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Michel. Est-ce que vous avez des questions à lui poser sur ces nouvelles orientations thérapeutiques? Je vois que ça vous laisse quoi? Et sans voix. Heureusement que vous savez qu'on s'intéresse de nouveau à la voix et pas qu'à la voix ésophagienne. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on avait rapporté il y a 4 ans à l'Académie des traitements par chirurgie, par mise en place d'un plan auditif, du tronc cérébral, et que on en voit les limites, et que avec l'introduction de ces traitements, on a modifié grandement notre prise en charge, d'autant que on a la chance d'avoir le centre référent à la Pitié, donc on suit plus de 250 patients ayant des NF2. Michel fait un gros travail, tous les mois il reconvoque une quinzaine de patients, il a toute l'équipe, orthophonie, implant cochléaire, etc. est sur le pont pour travailler avec lui. Et on est en train de redéfinir une politique de prise en charge de ces patients, tout en ayant faisant attention qu'on transfère ces patients vers d'autres spécialités. Parce que les chimiothérapies, ça va être les neuro-oncologues, encore, Pitié, ça va, ils ont notre écoute. Mais l'équipe de Boston, ce sont des internistes. Et ils n'y comprennent rien à cette maladie, et ils n'y comprennent encore moins à l'audition. Déjà, j'ai du mal avec les neurochirurgiens, mais Michel était exceptionnel parce qu'il était interne avec eux il y a 20 ans, donc il se connaît l'audition. Mais on a des gens qui comparent par exemple des croissances de 20% pour des tumeurs qui font 5 mm et d'autres qui font 5 cm. Donc en termes, ça ne veut rien dire. Et là, on a un travail de fond en tant que, avec la vision qu'on a développée à la fois
sur le plan fonctionnel, auditif et de réhabilitation de l'audition, et de la vision neurochirurgicale, parce que dans la plupart de ces papiers, ils ne parlent pas non plus de l'ensemble des charges morales, où on a des patients qui sont excessivement différents. Merci pour cette très belle communication. J'avais juste deux petites questions, une qui est assez pratique et puis l'autre qui est simplement une petite constatation suite à ce qui avait été dit. La première, en ce qui concerne, c'est dans le cadre d'un programme, c'est-à-dire que dans le cadre de CNF2, on ne peut pas donner encore le Vastin, il faut que ce soit dans le cadre d'une étude centralisée. On ne le fait pas, l'Avastin n'est pas donné dans le cadre d'une étude, mais pour, c'est un médicament qui est assez cher, et souvent on donne l'avis du centre de référence, donc souvent les collègues nous en, quand il y a un cas, ils nous disent on donne notre avis, puis après c'est pratiqué, mais je pense qu'il est important de continuer à colliger, parce que si c'est fait un peu au hasard, il faut que ce soit colligé. C'est juste pour colliger de façon rétrospective, mais on donne juste, nous ça nous intéresse toujours, donc on voit des dossiers qui viennent et on valide. La deuxième chose, la Vastin, on s'en sert en ARL depuis un certain temps parce qu'on a découvert l'action assez extraordinaire dans les grandiosphères, que ça marche remarquablement bien. Et juste pour dire qu'on n'a pas de phénomène de rebond. Maintenant, on a un recul qui est de plusieurs années. On a un certain nombre de patients, on doit avoir 25 patients qui vont être republiés. On a fait la première série il y a 3 ans. Et on n'a pas de. C'est-à-dire que quand c'est arrêté, oui, c'est donné un temps. C'est juste à titre informatif, c'est pas trop bon. Mais c'est vrai que c'est pas un mécanisme tumoral. Là, c'est une tumeur, donc on bloque la vascularisation. Mais c'est tout à fait différent. Mais c'est même le même type en tout cas, amical. Merci. Bien, écoutez, on va clore cette réunion. Si vous n'avez pas d'autres questions à poser, je vais donner la parole à votre président. Très bien, merci beaucoup pour ces communications et les interventions qu'elles ont suscitées.